Bonsoir et bienvenue Bonsoir. à la Maison des journalistes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous défendez évidemment à l'Assemblée nationale ici le respect des droits humanitaires internationaux. Vous vous battez sur ce point et vous opposez même à la vente des armes à certains pays pour ne pas que ces armes soient utilisées contre la population civile. Pendant les manifestations, on voit toujours des cas de mort et surtout actuellement il y a des détentions aussi des acteurs de la société civile et les politiciens qui sont en prison. Et quelle analyse faites-vous de cette situation? Alors d'abord, juste pour positionner un petit peu mon rôle dans tout ça, la Constitution française, elle dit dans ses premiers mots, le peuple de France proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Alors qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? C'est un héritage philosophique, historique assez ancien pour la France, mais c'est aussi tout ce qu'on arrive à mettre en partage comme valeur avec les autres pays de la planète. Et sur cette question-là, typiquement, le droit international est la référence qui nous permet de vivre ensemble sans être dans un état permanent de conflit armé. Et donc, en tant que parlementaire, je dirais que si je viens regarder ce qui se passe en Guinée, si je regarde comment ça se passe au niveau des exportations d'armes, vous en avez parlé précédemment, c'est tout simplement parce que je veux m'assurer que le gouvernement français respecte bien ce qui est inscrit dans la Constitution, et c'est mon rôle de parlementaire de regarder cela. Donc moi, quand je vois la situation en Guinée, je m'interroge à la lumière du droit international. Il y a un certain nombre de conventions, de traités qui engagent la Guinée à ne pas faire comme ça se passe en ce moment, notamment vis-à-vis de l'opposition en Guinée. Donc déjà, je voudrais bien expliquer que moi je ne suis pas un acteur politique en Guinée. Je me garderais bien de dire ce qu'il faut faire quant à l'avenir du pays. Je ne suis pas un homme politique de Guinée. En revanche, quand le droit, les droits humains et le droit international est bafoué, c'est mon rôle en tant que parlementaire de venir dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, effectivement, cette situation, vous l'avez très bien expliqué, d'Alpha Condé, président de la République pour un 3e mandat, c'est une pleine interrogation, puisque pour arriver à cela, juste avant le troisième scrutin présidentiel auquel il participe, il fait modifier la Constitution pour pouvoir y participer. Donc on a là typiquement le schéma de quelqu'un qui change les règles du jeu, et du jeu démocratique, en cours de route. Donc ça s'appelle tricher quand on fait ça. Oui. Donc il y a une première chose qu'il faut regarder, c'est qu'Alpha Condé a triché. Donc c'est extrêmement important du point de vue d'un processus démocratique. Après, moi je suis français, et ce que je dois dire aussi, c'est que, et pas seulement le parlementaire, mais la France en général, on peut se sentir, et on doit même se sentir floué par ce qu'a fait Alpha Condé, président actuel de facto. Pourquoi? Parce que quand il se présente pour la première fois, on voit dans Alpha Condé cette potentielle ouverture vers la démocratie en Guinée. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se mettent en place, les médias, il y a un pluralisme des médias qui est assez intéressant, et on a quelqu'un qui, de par son combat précédemment, on peut supposer qu'il rentrera bien dans un processus démocratique. Aujourd'hui, on voit évidemment qu'il y a toujours des condamnations au niveau de la communauté internationale et quand les droits humains sont violés, et c'est des pays qui ont signé des conventions et qui ont ratifié des conventions qui continuent de violer ces droits humains, mais la communauté internationale ne reste que sur des déclarations. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau pour que ces règles soient respectées, bien entendu, ici et ailleurs? Alors d'abord, vous avez raison, la communauté internationale
est beaucoup trop dans le discours et pas assez dans les réalisations par rapport à des situations qui posent problème. Donc on a une très grande difficulté qui n'est pas très récente, mais qui s'aggrave d'année en année. Le passage de l'administration Trump n'a pas arrangé les choses, loin de là. Mais effectivement, il y a un questionnement sur la manière dont la communauté internationale doit se saisir des infractions aux traités qu'elle porte. Il y a la charte de San Francisco des Nations Unies, dont on a dû fêter les 70 ans l'an dernier, qui dit des choses extrêmement claires et précises. Quand on est un pays signataire de cette charte, et la plupart des pays d'Afrique sont signataires, on a des obligations en regard de cet engagement. Et il est vrai qu'on voit des difficultés pour imposer, obliger à ce que ces impératifs du droit international soient respectés. On a quand même, il faut le souligner, des instruments qui ont un fonctionnement qui n'est jamais parfait, mais qui ont quand même leur efficacité. Je pense à la Cour pénale internationale, qui a quand même fait des choses extrêmement intéressantes, même si, encore une fois, la Cour pénale internationale, si la communauté internationale lui donnait un budget suffisamment conséquent, son périmètre de travail le serait d'autant plus. La Cour pénale internationale, bien entendu, il y a eu en 28 septembre en Guinée où il y a eu plus de 150 personnes qui ont été tuées, il y a eu des viols et tout récemment, même les acteurs de la société civile ont interpellé, ils ont donné des informations à la Cour pénale internationale par rapport à ce qui se passe en Guinée, mais pourquoi il n'y a toujours pas des actions concrètes? Alors, il n'y a pas d'action concrète. Cela dit, la procureure générale qui va bientôt laisser sa place, est allée en Guinée il y a quelque temps et avait donné quand même un signal assez fort pour dire que ce qui se passait n'était pas satisfaisant. Donc il y avait eu quand même un premier signal. Maintenant, la Cour pénale internationale, elle est quand même extrêmement dépendante d'une volonté de l'ensemble des pays de la région et des acteurs internationaux. Vous savez que c'est un jeu extrêmement compliqué. Et je dirais, la Cour pénale internationale, c'est en dernier ressort. On a quand même des cas qui sont absolument terribles, très très lourds, et qu'on n'arrive pas encore à amener à la Cour pénale internationale. Pour ce qui concerne la Guinée, je crois qu'il y a déjà d'autres étapes par lesquelles il faut passer. L'étape, moi, aujourd'hui, qui me paraît tellement évidente, les accords de Cotonou. Les accords de Cotonou, ils ont été mis en route dans les années 2000, en 2000 justement, avec un certain nombre de modifications. Dans ces accords, il y a des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et un certain nombre de pays, la Guinée en fait partie, mais qui conditionnent une aide économique, de l'investissement, à des principes démocratiques, à des principes concernant l'état de droit. C'est extrêmement clair. Et il est prévu, en cas d'infraction, c'est l'article 96 des accords de Cotonou, il est prévu en cas d'infraction qu'il y ait d'abord une tentative de négociation, d'échange, pour faire évoluer la situation. Je crois qu'on n'en est plus là, compte tenu de la gravité des faits qui régulièrement viennent depuis la Guinée, ces opposants politiques qui se retrouvent emprisonnés et puis qui meurent en prison. C'est quelque chose qui a dépassé le stade de on va échanger pour essayer de se mettre d'accord. Donc là maintenant, si on s'en réfère aux accords de Cotonou et de l'article 96, il s'agit de monter une mission qui est une mission avec des acteurs européens et des acteurs guinéens. Cette mission, elle va établir concrètement des faits sur place. D'accord ? Et à partir de là, soit il y a une évolution de la situation, soit il y a des sanctions qui peuvent être prises,
qui peuvent être des sanctions, on va dire, collectives, que je crois qui sont globalement pas satisfaisantes, parce que les sanctions collectives économiques, elles toucheraient d'abord les populations, et elles ne toucheraient pas les responsables au pouvoir des problèmes rencontrés aujourd'hui en Guinée. Donc ce qu'il faut arriver à voir, c'est qu'il y a aussi des sanctions individuelles. On peut, à travers les accords de Cotonou, si les principes démocratiques ne sont pas respectés, on peut interdire l'accès à l'Union européenne. On peut geler les avoirs financiers sur les banques des gens qui sont incriminés. Donc on a des leviers d'action qui sont possibles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez ici en France de passer à la vitesse supérieure pour, bien entendu, gérer les avoirs de certains ministres ou même voir le président lui-même? Écoutez, si la diplomatie française est sérieuse, elle doit se tourner vers l'Union européenne, parce que pour les accords de Cotonou, la France agit au sein de l'Union européenne. Mais compte tenu de la relation forte qu'il peut y avoir entre la Guinée et la France, il est bien évident que si la France ne bouge pas au sein de l'Union européenne, on risque d'avoir assez peu de choses qui se passent. Donc la France, là, maintenant, elle doit être active au sein de l'Union européenne pour déclencher la procédure de l'article 96 des accords de Cotonou, pour qu'on rentre dans ce cas de figure et qu'il y ait une sanction qui pèse sur la tête des acteurs politiques qui sont responsables en ce moment d'actes extrêmement graves, en tout cas du point de vue démocratique et de respect des droits humains. Est-ce que ça serait déjà la sortie, je veux dire, la sortie musculée du ministre des Affaires étrangères tout récemment à l'Assemblée nationale, Jean-Yves Le Drian, qui parlait des actions et qui disait aussi qu'ils vont continuer à aider la population guinéenne pour ne pas qu'elle soit victime deux fois. Est-ce que ça serait toujours dans le même lancé où il y a des actions qui seront particulièrement prises au niveau de la France? Alors, le fait est que le ministre a donné cette réponse, effectivement, des sanctions économiques ne seraient certainement pas bienvenues, parce que, encore une fois, elles toucheraient d'abord des populations qui sont en grande difficulté avant de toucher les responsables politiques. On a vu ce que ça pouvait donner au Venezuela, dans un certain nombre de pays. La crise, elle est pour les Vénézuéliens, et puis les gens qui sont au pouvoir arrive à passer entre les gouttes, on va dire. Donc, c'est pas satisfaisant. Mais ce que le ministre Jean-Yves Le Drian n'a pas dit, c'est s'il allait saisir l'Union européenne pour mettre en route cette procédure qui est l'outil premier de la diplomatie française aujourd'hui à sa disposition pour faire changer la situation en Guinée. Moi, je vois bien que le président Alpha Condé, en ce moment, fait les yeux doux, une fois à la Russie, une fois à la Turquie, etc. Mais néanmoins, si l'Union européenne dit « Monsieur le Président de Guinée, nous entamons une procédure qui va aboutir à des sanctions à votre encontre, à vous, aux ministres de votre gouvernement qui sont responsables ici et là, je pense que ça va changer la donne. » Est-ce que ce n'est pas un rapport de force aujourd'hui qui est en train de se faire entre le pouvoir de Conakry et la communauté internationale? Mais bien sûr qu'on est sur un rapport de force, et c'est pourquoi quand le ministre français des Affaires étrangères dit on n'est pas content de la situation, c'est pas du tout une manière de mener la diplomatie aujourd'hui vis-à-vis de ce qui se passe et de la gravité des choses qui se passent en Guinée. Il faut vraiment rentrer dans l'action. Et rentrer dans l'action, c'est mettre en route les leviers dont on dispose concrètement. Si la Guinée avait passé aucun accord avec l'Union européenne sur cette question, on pourrait dire ce qui se passe en Guinée, on est démunis pour intervenir. Mais là, il y a des accords. Vous savez, 2016 à 2020, c'est 750 millions d'euros de l'Union européenne vers la Guinée. 750 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Donc si Alpha Condé considère
que ce n'est pas un problème que l'Union européenne en vienne à des sanctions à son égard. C'est une stratégie, à mon avis, qui est à perte pour lui, totale et absolue. Mais tant qu'il ne sent pas que la pression est réelle à travers la mise en route de ces accords, effectivement, je pense qu'il a une certaine tranquillité et il est même dans une certaine forme de provocation qui, à mon sens, est vraiment une erreur. Penser qu'en allant s'en remettre à une espèce d'autorité russe pour les années qui viennent, ça va lui garantir la tranquillité dans son pays, pardon, mais je crois qu'il fait vraiment erreur. Vous vous rappelez, lors de 58, quand Sékou Touré a dit non à la France, il s'est tourné aussi vers la Russie et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas cette indépendance qu'Alpha Condé est en train aussi d'exprimer? Écoutez, si c'était de l'indépendance, certes, mais alors de l'indépendance avec des victimes à peu près tous les jours dans sa propre opposition, ça pose question. Donc là, c'est renvoyer ses problèmes à lui dans la manière de gérer le pays en disant oui, c'est lié à ses relations avec la France, la Russie, etc. C'est pas vrai. Alpha Condé a un problème avec la démocratie aujourd'hui. C'est lui qui a un problème avec la démocratie. C'est pas la France. La France a ses propres problèmes. Je crois que c'est pas le sujet du jour. Vous savez, je suis suffisamment critique sur bien des choses concernant la France, mais là, c'est Alpha Condé qui a un problème avec la démocratie. Oui, il a un problème avec la démocratie, mais généralement, on voit que quand un président africain a des problèmes avec la démocratie, tant que les intérêts des communautés internationales, y compris la France, ne sont pas menacés, on voit des déclarations pour ornir les médias, mais quand même concrètement, comme vous venez de le dire, la population qui souffre, on ne voit absolument pas grand-chose. C'est bien tout le sens de mes interventions récentes, c'est de dire au ministre des Affaires étrangères de la France, parce que moi j'ai le pouvoir législatif, mais je n'ai pas le pouvoir exécutif, je n'ai pas le pouvoir de déclencher la procédure des accords de Cotonou. C'est bien au ministre des Affaires étrangères, au président de la République française, de déclencher eux. Donc moi, mon analyse de la situation m'amène à dire, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de la France doit motiver suffisamment les partenaires européens, mais ils n'attendent que ça, les partenaires européens. Enfin, l'Union européenne a suffisamment de problèmes. Si elle donne de l'argent à un pays pour le bien de sa population, pour des projets qui sont censés améliorer la situation de la population, et qu'on voit comment ça se passe dans le pays, les pays européens, ils n'ont plus qu'une envie, c'est de dire vous vous rendez des comptes. On comprend qu'effectivement, c'est la France qui est à la tête, c'est la France qui peut vraiment motiver les autres. Et pourquoi la France aussi traîne de pied? Alors, la France a traîné des pieds, mais je crois surtout qu'elle n'est pas intervenue au bon moment. Le bon moment pour intervenir pour la France, c'était quelques mois avant l'élection présidentielle. Moi, je vais vous dire, le moment où la France fait une erreur, c'est le moment où Emmanuel Macron accueille Alpha Condé dans le sud de la France. C'est un moment où, pour Alpha Condé, de son point de vue, ça veut dire la France est d'accord pour la suite, éventuellement. Puisque j'ai cet accueil à ce moment-là, je vais pouvoir un petit peu forcer les choses. Et donc, il modifie la Constitution juste dans cette période. Est-ce que vous pensez toujours qu'il faut que la France soit d'accord avec le président pour qu'il change la Constitution dans son pays, en Afrique, surtout l'Afrique francophone? Je ne suis pas en train de vous dire que la France, à aucun moment, n'a souhaité qu'Alpha Condé modifie la Constitution. Mais ce que je vous dis, c'est que quand... Mais d'un côté, quand même, la France a accompagné un peu ces modifications d'une manière ou d'une autre, où déjà aussi, Alassane Ouattara, quand il a changé sa constitution pour se maintenir, et tout ça, c'est des pays francophones, et c'est passé aussi aux yeux de la France. Alors,
on a deux situations très très différentes sur un même objet. On peut en discuter. Oui. Concrètement, sur ce qui se passe sur Alpha Condé, il était entendu du point de vue de la France qu'Alpha Condé, compte tenu en plus de son âge, parce qu'il est bien trop âgé pour pouvoir gérer un pays, je suis désolé, mais je le dis de la même manière pour le Cameroun, et si c'était en France, je le dirais de la même manière, quand on a passé 80 ans, on n'est pas à la tête d'un pays, c'est pas vrai. On n'est plus en mesure de le faire. C'est pas vrai. Ça ne préjuge de rien d'autre. C'est pas un jugement de valeur, là, mais pour le coup, c'est pas possible. Donc, la France pensait que Alpha Condé, justement parce que, avec son parcours précédent, avec quand même un rôle positif de la France à son égard, que Alpha Condé rendrait l'ascenseur et qu'il organiserait une vraie passation de pouvoir démocratique. Chose qu'il n'a pas faite. Donc la France, elle se fait avoir. Quand même, il faut avoir ça en tête. Après, la France n'a pas été bonne. Encore une fois, quand on invite le chef d'État l'année qui précède à venir à une commémoration, c'était sur les victimes de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, mais très honnêtement, ça a donné, je pense, une certaine dynamique, ça a permis cette dynamique d'Alpha Condé vers ce troisième mandat. Mais la France était pas du tout favorable. Alors, mais vous avez dit que la France s'est fait avoir. Alors, quel était le rôle de la France, bien entendu, c'est ce changement constitutionnel? Parce que mais ce changement constitutionnel, la France n'y était pas favorable. Vous avez dit tout à l'heure que la France s'est fait avoir et que déjà vous dénoncez du fait que la France a réussi à faire Condé ici pendant qu'il avait ses projets sur table. Est-ce que quelque part, évidemment, la France n'avait pas cautionné ce changement? C'est toute la question. Moi, ce que je vois vraiment sur la Guinée, c'est la parole d'un homme à la France qui avait dit qu'il arrivait pour installer la démocratie dans son pays, et en cours de route, cette parole, elle ne tient plus. Après, la France n'a pas été éclairée du tout dans sa manière d'accompagner la fin du mandat d'Alpha Condé, et si c'était à refaire, je pense qu'Emmanuel Macron n'inviterait pas Alpha Condé à cette cérémonie, parce qu'il l'a remis en selle d'une certaine manière, mais c'est une erreur diplomatique. C'est là où je crois qu'il faut quand même comprendre que vraiment la France, c'était pas son souhait. Et après, dans les déclarations qui viennent, la déclaration d'Emmanuel Macron se fait un petit peu attendre. Mais vous avez raison, parce que vous avez établi le parallèle avec la Côte d'Ivoire. Et justement, je crois qu'il y a eu... on essaie de prendre la mesure des différentes situations et on prend le temps. Emmanuel Macron a quand même dit qu'il n'était pas du tout satisfait de la manière dont Alpha Condé avait... il ne l'a pas félicité. Il a reconnu qu'il était président, il ne l'a pas félicité, et il a bien dit qu'il n'avait pas du tout apprécié. Sous-entendu, là c'est dans la continuité avec François Hollande, c'est sous-entendu, il nous a bien eu. Sur la Côte d'Ivoire, on est dans une situation différente. On est dans une situation qui est extrêmement... vous voyez, on est en haut d'une ligne de crête avec deux abîmes de chaque côté. Pourquoi ? Cette idée d'Alassane Ouattara pour un autre mandat. Moi, vous savez, je suis amateur du respect du droit, quelle que soit la situation. Donc je ne suis pas d'accord. Maintenant, Emmanuel Macron, quand d'une certaine manière il valide ce troisième mandat, c'est mettre en face deux problèmes. C'est dire, est-ce que c'est la démocratie qui compte ou est-ce que c'est l'espoir de paix qui compte? C'est-à-dire qu'on avait en balance une situation extrêmement délicate, quelle que soit la suite, et on pouvait penser que si, compte tenu de la situation, parce que là on a quand même le candidat dont on pouvait penser qu'il allait remporter l'élection, qui décède en cours de route. Donc on est dans une situation qui n'est pas du tout une construction, quelque chose qui a été bien pensé à l'avance, comme pour Alpha Condé.
Alors, oui, on va évoluer parce que vous avez bien entendu parler de ça. Et comme ce mot revient toujours, la France s'est fait avoir par Alpha Condé, quelle est la suite maintenant par rapport à la situation de cette crise qui continue toujours de miner la Guinée? Mais moi, il y a différentes manières de regarder. Il y a la relation du moment stricto sensu entre la Guinée et la France. Et puis il y a la relation de la France avec les différents pays d'Afrique. Et je crois que aux deux endroits, il faut des changements maintenant assez radicaux. Il faut des choses concrètes derrière. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, il y a encore une manière de procéder de la diplomatie française qui relève d'un néocolonialisme. Moi, je le vois trop revenir sur les différents pays sur lesquels je travaille. Donc ça, c'est un problème d'ensemble, de fond, qui est inacceptable aujourd'hui et qui relève d'abord d'une méconnaissance des transformations des pays d'Afrique. D'anciennes colonies de la France. Mais bien sûr. Écoutez, moi je fais un test de temps en temps, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait, mais en montrant une image du quartier d'affaires de Lagos au Nigeria. Oui. Je demande à des Français, politiques ou pas politiques, Mozambique, c'est où? Ils me disent c'est à Miami. Jamais, ils me donnent 10 noms, 15 noms de villes, jamais ils vont penser qu'un pays d'Afrique peut avoir des immeubles de standing, des choses modernes. L'image de l'Afrique, c'est encore une image où il y aurait quelque chose d'uniforme sur le continent, alors qu'il y a, je crois, 54 pays, tous aussi différents les uns que les autres, qu'il y a des situations de relations avec la France qui sont très diverses, et on regarde l'Afrique à peu près avec l'œil de quelqu'un qui la regarderait en 1980-1990. Il y a eu le temps post-colonial où il y avait ce côté paternaliste, mais sur certains aspects qu'on pouvait concevoir parce que il y avait des pays qui n'avaient pas d'élite intellectuelle ou très peu, mais du fait d'un processus colonial juste avant. Et puis on avait peur, parce qu'il y avait des oppositions politiques armées aux affaires étrangères, au Quai d'Orsay, etc. S'appuie sur quelque chose de simple, c'est qu'on a très peu d'informations en France sur l'Afrique. Pardon, mais aux informations, quand on a des choses, ça va être les terroristes de Boko Haram, ça va être la guerre au Sahel, mais on a très très peu de choses. On passe complètement à côté de la culture, mais de la culture moderne aussi. Hein. Il y a la culture ancestrale d'Afrique qui est exceptionnelle, mais il y a la culture moderne. Enfin, qui sait que le Nigeria est un haut lieu de la haute couture? Personne. Personne. Parlant de ça, parce que toujours la modernisation de l'Afrique passe éventuellement par la bonne politique et avoir des bons dirigeants et espérer vraiment avoir un développement durable, alors que la plupart de l'Afrique francophonie, bien entendu, il y a des problèmes de la démocratie et qui est différent de l'Afrique anglophone. Et généralement, ces élites dont vous parlez, des pays qui n'avaient pas des intellectuels, ces élites sont diplômées ici en France, ils ont de près ou de loin de bonnes relations avec des autorités françaises pour mener la politique, accéder au pouvoir, mais faire comme bon les semble. Qu'est-ce qu'il faut faire à ces niveaux? Alors moi je sais pas s'il y a une ligne de fracture si évidente entre francophonie et pas francophonie. On a par exemple le Sénégal qui a un développement politique assez pluraliste. On peut dire que c'est pas la même voie empruntée par d'autres pays francophones. Et puis à l'inverse, regardez ce qui se passe récemment en Sénégal aussi. C'est pas un 5 dans la politique parce qu'il y a des opposants qui étaient emprisonnés, il y a des opposants qui sont en exil. Tout à fait. Mais regardez ce qui se passe en Ouganda. En pays anglophone, les choses ne sont pas roses du point de vue de la démocratie non plus. Donc
Je ne sais pas si c'est si simple de faire ce découpage. D'un côté, il y aurait des pays qui avanceraient plus vite sur les questions démocratiques parce qu'ils sont pas en zone francophone, et puis de l'autre, les mauvais élèves de ce point de vue-là. Je crois surtout qu'il y a cette question de la capacité des diasporas, parce que bien souvent les élites sont parties à l'étranger, il y a la capacité des diasporas à se mobiliser pour leur pays de départ et à permettre que ça évolue positivement. Et moi je suis très étonné par exemple quand je travaille sur le Cameroun de voir la qualité et la quantité de gens qui sont en exil un peu partout sur la planète, particulièrement aux États-Unis, au Canada, en France, mais il y a des gens de très très haut niveau intellectuel, de formation supérieure, et qui sont dans un moment où ils commencent à se dire non mais on ne peut plus accepter que ça se passe comme ça au Cameroun, donc on va y mettre le nez, et donc ça va permettre au Cameroun, c'est une question de temps, mais le Cameroun ne va pas rester dans cette situation de dictature de plus en plus violente, de plus en plus forte, parce que la diaspora va obliger les pays dans lesquels elle évolue aujourd'hui, va obliger ces pays à changer leur stratégie. Elle va réussir à les obliger. On va revenir toujours en Guinée parce que vous avez accordé une interview à africaguinée.com tout récemment et vous avez déjà laissé entendre une crainte dérive autoritaire du pouvoir et vous avez même eu aussi la crainte d'avoir une guerre civile interethnique en Guinée. Est-ce que vous pensez que les choses sont vraiment graves jusqu'à ce point? Oui. Oui, je pense qu'elles sont graves jusqu'à ce point, et je ne suis pas en train de craindre une dérive autoritaire. Il y a une dérive autoritaire. Là où je suis en train de craindre, c'est effectivement que pour garder le contrôle de la situation, on va dire le pouvoir face à ce jeu, enfin, c'est Machiavel, hein, c'est pas une invention de ma part, mais on divise pour mieux régner, et donc qu'est-ce qu'on fait? On monte des groupes, des communautés, les unes contre les autres, et comme ça on sort de la mêlée. Et quoi d'autre que de dire, d'allumer un petit peu l'incendie entre telle et telle ethnie de Guinée, et il y a un terreau qui peut le permettre, donc ma crainte, elle est vraiment là. Mais quant à dire je crains une dérive autoritaire, pardon, mais là c'est factuel, c'est en ce moment, c'est pas demain, hein, la situation est très grave en ce moment. À votre avis, quelles seraient les conséquences sécuritaires pour le changement constitutionnel, que ce soit en Guinée, mais dans d'autres pays francophones? J'ai envie de vous répondre, vous allez peut-être trouver ça provocateur, mais je pense que c'est deux questions qu'il faut distinguer. Dans des pays en proie à bien des difficultés sécuritaires, on a vu émerger des grands moments démocratiques. Et moi je suis français, vous savez, en 1946, quand il y a le Conseil national de la résistance qui met en place finalement les fondements de la France d'après-guerre jusqu'à nos jours, d'un point de vue des institutions démocratiques, et aujourd'hui elle commence à être un peu ancienne musée, certes, mais enfin, en 1946 en France, on n'est pas dans un contexte sécuritaire, parce qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale et on entre dans les moments de grande fracture avec les colonies, et donc on n'est pas dans un moment sécuritaire. Vous voulez dire que la question sécuritaire n'a pas de conséquences pour le changement constitutionnel? Le fait est qu'une situation de très forte conflictualité peut obliger à amener des changements de constitution derrière. Moi, je crois plutôt dans une démarche concertée entre des pays d'Afrique qui rencontrent les mêmes difficultés. C'est-à-dire que je crois beaucoup que la solution, elle viendra. On a les diasporas des pays qui sont un support et qui permettent au moins de mettre un regard sur ce qui se passe. C'est déjà un minimum. Et ensuite, moi, ce à quoi je crois, c'est que
il faut que chaque pays d'Afrique s'approprie sa manière de faire démocratie. Et donc la solution, elle va venir de l'intérieur, mais on voit bien qu'un seul pays, quand on est dans une dictature, une opposition ne peut pas s'en sortir. Regardez la Guinée aujourd'hui, il y a des gens, le Front National pour la défense de la Constitution de 2010 qui avait mobilisé un tas de monde pour bien entendu défendre ses valeurs démocratiques. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce soit les leaders ou les acteurs de la société civile, que ce soit les acteurs politiques, de personnes qui ont une voix dissidente se retrouvent dans la prison. Oui, mais vous prenez l'exemple de la Guinée, c'est un très bon exemple. S'il n'y avait pas la formation politique de Diallo qui avait essaimé dans tous les pays de la région, je ne suis pas sûr que lui, en tant qu'opposant politique, il pourrait encore se déplacer dans le pays. C'est bien parce qu'il a dépassé les frontières dans sa manière de construire sa stratégie politique qu'il est encore... attendez, il est dans une dictature, l'opposant, il est toujours là. Vous voulez dire que ce qui sauve aujourd'hui, c'est le Dalai Diallo, c'est son poids politique, du fait de... Bien sûr, et son poids politique dans la région, pas seulement dans le pays. Et ce que je veux vous dire... Oui, mais ça ne sauve pas alors ses proches, parce qu'aujourd'hui, il y a même ces conseillers politiques, ces influents de la communication, je sais, ils sont en prison. Je sais bien tout ça. J'ai vu à quel point c'était compliqué pour tous les opposants politiques et aussi pour un certain nombre de journalistes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on ne passe pas d'une dictature à une démocratie. Il n'y a pas un effet magique. Et ce que je pense, c'est que ça fait depuis trop longtemps, finalement, que les oppositions démocratiques et que les phénomènes d'alternance sont en attente d'une solution internationale de la communauté internationale. Je n'y crois pas. Je vois le concert des nations, je vois comment il est structuré. Je ne crois pas que la réponse vienne de là. En revanche, je pense que 4 ou 5 pays régionaux autour de la Guinée qui s'emparent des mêmes problématiques, des oppositions qui se fédèrent sur les bases d'un concept démocratique. Donc vous ne croyez pas à une solution au niveau de la communauté internationale pour la crise guinéenne? Je crois à une solution au coup par coup. Les accords de Cotonou, il faut les déclencher pour dire à Alpha Condé, on arrête cette situation-là. Mais ça ne met pas en place encore un panorama démocratique pérenne. Et vous avez dit que les pays qui ont des mêmes problèmes doivent se fédérer. Aujourd'hui, la Guinée peut avoir des mêmes problèmes avec le Sénégal au niveau démocratique, mais comment les deux pays peuvent fédérer selon vous pour retrouver une même solution? C'est pas l'État, le gouvernement du Sénégal avec le gouvernement de la Guinée. Oui. C'est des gens qui se sont fait flouer sur un processus non démocratique qui ne doivent pas rester juste entre eux à l'intérieur des frontières d'un pays et qui ne doivent pas attendre non plus que ce soit la Chine, les États-Unis ou la France, mais qui doivent se dire mes voisins qui subissent les mêmes problématiques sont mes meilleurs alliés. Attention, bien entendu, parce que ça paraît-il que ce changement constitutionnel est devenu un virus contagieux en Afrique. Ça se passe d'un pouvoir à un autre, mais on a du mal à trouver que cette collaboration aussi est liée entre les pays dans la voie démocratique. Vous pensez que ces sociétés civiles peuvent fédérer devant des États qui disposent de toutes les forces à leur possession? Je vous réponds que je le pense, mais que je ne crois pas que c'est une solution du jour au lendemain. Et c'est pourquoi je vous dis, la France doit agir à travers les accords de Cotonou au sein de l'Union européenne pour répondre à une situation d'urgence. Quant à répondre sur une situation de moyen terme et de long terme
vers une démocratie, un système démocratique pérenne, je vous réponds que, un, il faut que ce soit les gens du pays qui s'inventent leur propre démocratie, et que, deux, puisqu'ils sont dans une situation de dictature, et puisque la communauté internationale ne répond pas, ça fait 30 ans que c'est comme ça, que la communauté internationale ne donne pas le coup de main nécessaire, pourquoi aujourd'hui elle le ferait? Donc n'attendons pas de la communauté internationale quelque chose qui ne vient pas. En revanche, en restant à l'intérieur de sa propre frontière, par définition, une opposition dans une dictature ne peut pas, ou très rarement, très difficilement, passer à une alternance et puis à un système démocratique. Donc il y a besoin de créer des alliances avec des pays de proximité qui subissent les mêmes problématiques. De toute façon, quand on regarde... Quel sera l'impact de ces alliances? L'impact de ces alliances, oui. C'est la force du collectif. La force du collectif, c'est ce qu'il faut opposer à une dictature. Attendez, encore une fois, ce que je vous dis, c'est sur un processus qui ne se fait pas en 3 semaines. C'est quelque chose qui prend du temps, oui, quelque chose qui doit se calculer. Il y a des volontés dans ce sens, il y a des volontés, j'avoue, parce qu'il y a des citoyens sénégalais qui ont fait des manifestations au Sénégal pour soutenir la Guinée. Il y a des ressortissants guinéens qui ont organisé des manifestations ici en France. Mais aujourd'hui, ça n'empêche pas cette dictature de continuer toujours d'emprisonner. Non. Ça, pour le moment, il y a toujours Mais parce que le processus n'est pas encore abouti. Il faut aller plus loin. Comment il peut y aboutir avec la force que le pouvoir utilise? Je vous répète que la solution politique très immédiate est extrêmement difficile à trouver. C'est le principe même que de faire face à une situation très autoritaire, voire dictatoriale. Ensuite, il y a différentes temporalités, et sur ces temporalités, je vois un rôle de puissance internationale comme la France pour faire pression suffisamment fort et vite, parce que le droit international met à disposition les outils nécessaires. Et ensuite, sur la construction de processus démocratiques pérennes, je pense, et ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille régulièrement avec des acteurs politiques de la société civile de 6 ou 7 pays de la région, et ce qui me semble, c'est qu'il y a une force qui est sous-estimée, c'est la force des oppositions rassemblées. Et c'est quelque chose sur lequel vous voyez qu'on a quelques prémices, mais ce n'est pas quelque chose qui est systématisé. Alors moi, je peux vous dire, moi j'ai des échanges avec des opposants, et je suis en train en ce moment de leur dire que pour pouvoir trouver une solution, il faut construire des partenariats. Donc moi j'ai des échanges avec M. Kodjo du Togo, j'ai des échanges avec plusieurs politiques camerounais, je vais avoir des échanges avec Martin Fayulu de République démocratique du Congo, et à chaque fois, je leur explique que de mon point de vue, qui est un point de vue qui est de l'extérieur, et je ne suis pas en train de subir cette situation terrible, mais de ma compréhension de la situation internationale, de ce que la France peut et ne peut pas, de ce que la France veut et ne veut pas faire, il y a différentes manières d'intervenir. Donc il faut réclamer son dû à la France, avec une raison simple, c'est qu'il y a un passé colonial et que la France, elle est criblée de dettes quand on regarde l'Afrique. Elle est criblée de dettes. Elle doit plein de choses aux pays d'Afrique. Écoutez, moi, je ne connaissais rien à l'histoire du Cameroun. Donc je me suis penché sur l'histoire du Cameroun. Je suis historien, j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est pas possible.
Il y a eu en 1961 des crimes commandités par le gouvernement français sur des opposants politiques au Cameroun. On a bien une dette quand on a fait ça. Donc, les pays d'Afrique, ils sont en droit de réclamer plein de choses à la France. Ils sont en droit. Et moi, de mon côté, mon devoir, c'est de dire au gouvernement français, faut quand même peut-être faire attention à ce qu'on fait là, parce qu'on a ces dettes historiques. Regardez ce qui se passe au niveau du Rwanda. On a enfin, et pour une fois on peut le mettre au crédit d'Emmanuel Macron, il y a une équipe d'historiens qui actuellement travaille sur les archives militaires pendant la période du génocide, les années qui précèdent 1994. Là, il y a 2 jours, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un message d'un diplomate qui dit quelque chose comme oh ben, les génocidaires, laissez-les partir. Mais aujourd'hui, cette politique, comme vous venez de dire, est la politique un peu aussi la France-Afrique. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais bien sûr, il y a une logique. Quand on parle de l'Afrique en France, vous regardez les médias, je suppose, c'est souvent sur les problématiques de l'immigration. Et enfin, si on ne fait rien quand il y a des pays qui sont déstabilisés complètement politiquement, on ne peut pas s'attendre à autre chose qui est une volonté d'immigration de la part des gens qui subissent des exactions, des violences, des déplacements en veux-tu en voilà. Donc, bien sûr qu'il faut arriver à franchir cette barrière de la communication qui est celle des médias, beaucoup, et de nombreux responsables politiques, malheureusement, en France. C'est que l'Afrique, c'est pas juste l'immigration. S'il y a de l'immigration, il faut remonter aux causes et puis s'attaquer aux causes. Et donc, quand la France reste pour l'instant beaucoup trop inactive sur la problématique de la Guinée, si dans 2 ans l'immigration en provenance de Guinée devient du point de vue français beaucoup trop importante, il faut se poser les bonnes questions. C'est aussi parce que avant la réélection d'Alpha Condé, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'exerce pas les pressions légales. J'insiste, le droit international, les accords de Cotonou, c'est un rapport normal, c'est le rapport du droit entre 2 pays. C'est pas de l'ingérence, c'est le rapport de droit, c'est quelque chose de différent. Mais si on n'utilise pas ces outils, c'est vrai que c'est quand même à désespérer. Après, d'entendre les discours, oh là là, on a de l'immigration de masse qui nous vient de telle ou telle région d'Afrique. Forcément, si on ne fait rien pour limiter les causes, c'est un problème. On arrive presque à notre fin, mais est-ce qu'on peut attendre aussi à une solution sur le plan international pour la libération des détenus politiques? J'ai travaillé avec des gens de l'UFDG en France qui me demandaient, ils n'étaient pas du tout sur le schéma politique traditionnel qu'on pourrait dire en France, et qui me disaient qu'est-ce qu'on peut faire pour ces prisonniers. Donc moi je leur ai dit, il y a déjà à minima, c'est de saisir le comité des détentions arbitraires des Nations Unies. Donc là, la procédure est en cours, c'est une procédure qui est relativement rapide, je dis relativement, qui a des effets qui sont... Il y a un rapport qui est fait, et avec des conclusions, et qui disent ces conclusions, vous devez libérer, ou il faut un procès juste et équitable, etc. Vous devez libérer immédiatement. Donc, mais déjà, je pense qu'il n'y aura pas un procès juste et équitable parce qu'après les dernières informations, les avocats de ces détenus politiques ont vraiment... Ils ne peuvent pas se rendre dans le pays, tout à fait. Oui, mais il y a ceci, il y a les avocats guinéens qui défendent aussi ces détenus politiques qui ont décidé encore de quitter le procès, de ne pas participer parce qu'ils estiment déjà que participer à ce procès, c'est une manière de cautionner aussi ce parodie de justice.
C'est une vraie difficulté parce que quand on touche au système de justice, on est toujours sur la limite de l'ingérence. On est toujours considéré comme tel. Et avec le passé colonial de la France, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir en tête et sur lequel on doit faire très attention. Surtout que régulièrement, il y a des décisions de justice en France qui sont considérées comme un peu étranges. Donc, on doit vraiment faire très attention. Mais là, pour le coup, je crois qu'il faut mobiliser les ONG, mobiliser les médias, mobiliser les Nations Unies à travers le comité de la détention arbitraire, et puis, encore une fois, dans les accords de Cotonou, les questions des opposants politiques qui se retrouvent en prison, c'est un critère pour dire vous ne respectez pas l'accord. Et donc, vous vous exposez à des sanctions. Une mission, le déclenchement de l'article 96, du jour où il est décidé, la mission commence au plus tard un mois après. Donc, j'entends bien que pour des gens qui sont dans des situations terribles aujourd'hui en prison, c'est pas assez rapide. Mais si on s'y mettait très rapidement, c'est quand même une temporalité qui est... on a des outils légaux, et donc il faut que de toutes parts, on orchestre, on organise la pression sur les décideurs pour que ces mécanismes soient activés. C'est essentiel. Et pour les prisonniers particulièrement. Quel est votre dernier mot ? Écoutez, on a eu un entretien extrêmement fructueux. On a peut-être un petit peu trop oublié les journalistes. Typiquement, la Guinée a encore un espoir démocratique parce que les journalistes sont là, parce que les médias arrivent encore à nous donner, nous, politiques, de l'information pour qu'on puisse essayer d'agir. Donc, si j'avais un mot de la fin, je dirais que le rôle fondamental des journalistes, il ne faut surtout pas l'oublier dans cette histoire, parce que quand une démocratie est en difficulté, est en danger, est en péril, c'est un des remparts pour que les gens puissent finalement avoir des conditions de vie meilleures. Et donc la défense des journalistes, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a discuté de beaucoup de choses, mais je crois que c'était important de le rappeler. Merci M. Sébastien Nadeau d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes député à l'Assemblée nationale française, membre de la Commission des affaires étrangères. Aussi, vous défendez des valeurs sur le respect des droits humanitaires internationaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous.